Tout de suite, j'appelle El Marmoc, inventeur de la Swatch et fondateur de Créaolique à Bienne. On ne trouve pas des champignons sur l'autoroute. On va comprendre pourquoi. Bonjour, je vais comme ça. Je ne sais pas si vous allez comprendre, mais on va essayer quand même. Dans le fond, on ne cueille pas des champignons sur l'autoroute. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut simplement sortir des chemins battus. On me demande de vous présenter les méthodes, les méthodologies de la créativité. Autant vous dire que ce n'est pas facile. Parce que la créativité, c'est quelque chose qui se vit. Allez apprendre l'alpinisme à l'école. On peut vous parler de cordage, on peut vous parler de souiller, mais à quelque part, il faut aller dans la montagne une fois. J'adore ma phrase fétiche, c'est de dire que la créativité, c'est comme le sexe, arrêtez d'en parler, faites-le une fois. Donc, fondamentalement, c'est très difficile de parler de ça, et c'est pour ça que je vais essayer de revenir sur certaines choses que j'ai déjà présentées, je crois, ici, en partie. Je me suis posé la question en créant Créaolique, si vous voulez, comment c'est arrivé, pourquoi j'ai créé une société bizarre, Créaolique, qui s'occupe de développer de la créativité, de trouver de nouvelles solutions. C'est qu'après avoir inventé la Swatch, j'ai eu le sentiment qu'on n'était pas capable de développer des nouvelles solutions dans cette société. J'ai le sentiment que le management, c'est une somme d'imbéciles. Je ne dis pas que j'avais entièrement tort, mais toujours est-il que je me suis retrouvé dans l'industrie, en tant qu'indépendant, j'ai retrouvé les mêmes problèmes partout. Donc le problème, c'était moi, ce n'était pas la société. Le problème, il est en soi. Et la créativité, elle est en soi. Et le problème, c'est qu'on est tous par nature extrêmement créatifs. L'être humain est une bête créative. On n'est pas des singes simplement parce qu'on est créatif. Et il y a 30% ou un tiers de la population qui est née hyper douée en créativité. Un tiers d'entre nous sont des génies de créativité. Pourquoi, dans la pratique, il y en a 1 pour 1000 qui restent créatives, quoi qu'on peut leur faire? On peut les licencier, on peut leur baisser leur salaire, on peut les condamner, ces types, ils restent créatifs. Il y en a 1 pour 1000. Pourquoi il n'y en a pas 330 pour 1000, comme on l'est dans la nature? Où ils sont les autres hyper créatifs? Qu'est-ce qu'il est devenu de notre créativité, de votre créativité? Donc cette métaphore moléculaire, ce que j'essaie de présenter simplement, c'est finalement l'être humain peut être comparé à une molécule d'eau, qu'elle soit sous forme gazeuse, qu'elle soit sous forme liquide, qu'elle soit sous forme cristalline, elle reste une molécule d'eau. Donc la particularité, c'est que la molécule a différents états. Eh bien, nous, êtres humains, on a différents états mentaux. On peut mentalement être dans différents états. Je représente l'état mental gazeux comme l'état mental décrivant la créativité. C'est l'état mental du jeune enfant. C'est un état mental dans lequel la liberté est totale, dans lequel l'illusion, dans lequel l'explosion est possible, dans lequel l'imaginaire domine, dans lequel le fantasme est très fort. Cet état mental, on l'a toujours en tant qu'adulte. On est capable de l'utiliser. Le deuxième état mental, qui est l'état mental liquide, c'est celui de l'école. C'est celui où on apprend les choses, c'est celui où on apprend à écrire. C'est un peu plus condensé, c'est en mouvement, c'est là qu'il y a l'évolution, c'est là qu'il y a l'éducation, c'est là qu'il y a l'esthétique, mais c'est aussi là qu'il y a les larmes, la transpiration et les pleurs. C'est un état douloureux. C'est l'état de recherche-développement dans les sociétés industrielles. Troisième état, qui est l'état mental cristallin, c'est l'état mental de l'éducation universitaire, de la formation professionnelle, c'est l'état mental des politiques, c'est l'état mental des syndicats, qu'ils soient du côté patronal ou du côté ouvrier, c'est pas tellement important, c'est des syndicats avant tout. Donc cet état mental, il est défini par l'ordre, il est défini par la structure, il est défini par la réalité, par le concret. Et cet état mental est l'état mental qui domine notre société. On a besoin de stabilité. Et on a une opposition fondamentale entre les deux états mentaux dominants, l'état mental cristallin et l'état mental gazeux. Donc vous imaginez que le gaz, qui se définit par la liberté, l'inspiration, l'invention, l'utopie, l'illusion, l'explosion, le chaos, parle avec l'état mental cristallin qui se définit par ISO 9000, clarté, efficacité, structure, réalité, sériosité, pouvoir, puissance, maturité. Ces gens causent ensemble.
Eh bien, le cristallin va penser du gazeux, mais machin, ce qu'il est chaotique, c'est pas possible. Je lui ai expliqué ce que j'avais besoin, pourquoi il fait pas enfin ce que je lui ai demandé de faire, pourquoi il est de nouveau en train de proposer une nouvelle idée, alors qu'il n'a pas encore réalisé celle qu'il m'a proposée avant-hier. Ce type est complètement chaotique, il n'est pas structuré, il ne tient pas son budget, il ne tient pas ses délais, il n'est pas capable d'aller dans le sens où je dis d'aller. Ce type est incontrôlable. Et vous avez le type qui est dans l'état gazeux, qui parle du cristallin, il dit mais machin, c'est pas possible, il a que des dollars dans les yeux, c'est une tête carrée. Pour chaque idée que je donne à ce type, c'est de la confiture que je donne au cochon. Pourquoi je travaille encore avec ce type? Il a une guerre de retard. Ça sert à rien de bosser avec ces gens-là. Et cette opposition, elle est viscérale et elle est universelle. À quelque part, c'est un peu comme les hommes et les femmes, sans prétendre où sont les hommes et où sont les femmes. Mais si on ne faisait pas des bébés ensemble, ça fait longtemps que toutes les femmes auraient tué les hommes ou tous les hommes auraient tué les femmes. Donc, si les créatifs et les industries doivent s'entendre ensemble, c'est pour arriver ensemble à créer de nouveaux cristaux. Et c'est là le drame. C'est que le créatif crée des cristaux. C'est-à-dire qu'une bonne idée, une idée qui marche, finit toujours dans l'état cristallin, qui est pour le créatif l'horreur. Qui est pour le créatif, à quelque part, c'est comme des femmes qui étudient les garçons, puis elles en font des machos. C'est quelque chose d'insupportable. Et c'est la réalité de la créativité. La créativité a comme but essentiel de permettre à notre société d'avoir des nouveaux cristaux qui lui permettent d'avoir l'illusion que demain existe. Car on a tous besoin de cette illusion-là. Et en quatrième état que je ne décris pas, les Grecs parlaient donc de l'air, de l'eau, de la terre et du feu. Le feu, c'est le plasma, le feu, c'est la destruction, le feu, c'est la disparition, le feu, c'est ce qu'on n'arrive pas à vivre. Dans le fond, on a besoin du cristal pour nous donner l'illusion que demain existe. Pour nous donner l'illusion, c'est pour ça qu'on a tous des agendas, avec le nombre de rendez-vous qu'on a la semaine prochaine. N'ayez pas peur, on ne va pas mourir aujourd'hui. Donc ça nous donne cette stabilité, ça nous donne cette confiance, et on a besoin d'imaginer qu'on a des budgets, qu'on a des projets, qu'on a des plannings. On sait que l'année prochaine sera bonne. Tout ira bien. On a peur. Vous n'avez qu'à voir le drame qu'il y a eu pour une petite crise économique, le nombre de personnages qui avaient plus de sentiments de stabilité, ils ne savaient plus où ils allaient. Donc pour moi, l'essentiel du problème de la non-créativité ou de la non-réalisation de la créativité, c'est ces tensions permanentes dans ces trois états mentaux. Comment faire pour que les gens se parlent et comment faire pour qu'ils développent ensemble. Ce que j'ai constaté, c'est que dans la même industrie, d'avoir les trois états simultanément est très difficile. À quelque part, les start-up sont capables de le faire parce que c'est des schizophrènes qui sont à l'origine des start-up, puis ils ont les trois états mentaux simultanément. Mais c'est très très difficile de faire coïncider ces trois. C'est la raison pour laquelle, dans le fond, j'ai développé Créaolique, qui est centré dans le gaz et le liquide, en étant conscient que nos clients sont toujours entre le cristal et le liquide. Et que l'art, c'est de trouver le gaz, là, de développer le gaz. Maintenant, pour parler de quels sont les éléments, comment on développe une idée, je vais vous parler de la métaphore de la perle. À quelque part, l'innovation est à la société ce que la perle est à l'huître. C'est une chose merveilleuse. Mais c'est quoi cette chose merveilleuse? Une huître ne va créer une perle que si elle a un élément perturbateur. C'est quoi qui perturbe, c'est quoi qui dérange. N'allez pas croire qu'on fait de l'innovation ou qu'on a introduit un nouveau produit avec du marketing et avec simplement de la communication, c'est pas vrai. On résout un problème, on amène une solution, on trouve quelque chose qui permet de faciliter la vie ou un système. J'ai beaucoup aimé la présentation au début par Monsieur Humbert du système pour se laver les mains avec de l'alcool. On a défini l'élément perturbateur. Et une fois qu'on définit l'élément perturbateur, on a une chance de trouver la solution. Donc, où est l'élément perturbateur? Nous sommes malheureusement, par définition, des espèces d'animaux capables de s'adapter à nos environnements. On est des caméléons. On s'adapte à nos éléments perturbateurs, on s'adapte à nos difficultés et on trouve absolument normal qu'on ait des difficultés, mais on n'a pas envie de changer. Je suis entièrement d'accord avec votre remarque, on n'a pas envie de modifier nos habitudes. Où est-ce que ça gêne? Où est-ce que le souillé fait mal aux pieds? C'est pour moi l'essentiel de la recherche d'innovation. Une fois qu'on a enfin trouvé l'élément perturbateur, il y a la phase inventive. La phase inventive, ça peut se faire avec des réunions créatives, avec des évaluations d'idées, avec des workshops,
avec des recherches préliminaires, c'est coller au problème. C'est permettre d'adhérer au problème pour trouver une solution. Ensuite, il y a la phase conceptuelle. Nous, les ingénieurs, on adore sauter devant notre CAD et développer. Il faut prendre le temps d'un concept. Le concept, c'est une analyse, un business model, une faisabilité, c'est un démonstrateur, c'est la recherche d'esthétique, l'ergonomie, c'est réfléchir déjà à la propriété intellectuelle. Après seulement, on a la phase de développement. Alors, c'est la partie scientifique. Et après seulement, on a le business plan. Mais finalement, on peut dire que toutes les sociétés travaillent la même chose. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est que dans le fond, elles n'ont pas un modèle en perles, elles ont un modèle en oignon. Elles ont des départements. Elles ont des endroits où chacun est responsable d'un truc. Et puis finalement, moi, je suis un professionnel, passe-moi ton problème, je vais déjà le résoudre. Ça marche dans tout ce qui est rénovation et dans tout ce qui est évolution. Quand vous faites le même en plus mince, le même en bleu, le même un peu différemment, OK, vous pouvez passer l'idée d'un département à d'autres et vous pouvez utiliser un système en oignon. Mais si vraiment vous avez un élément perturbateur, c'est très proche, il faut supprimer cette notion de département, il faut savoir échanger les idées, il faut que les gens du marketing collaborent avec les créatifs, et il faut que les gens, jusqu'à la vente, acceptent les créatifs, participent au développement. Donc il faut conserver l'élément perturbateur. On m'a demandé de parler de méthodes. Oui, on a également des méthodes, mais c'est des béquilles. C'est des béquilles parce que ça nous aide, parce qu'effectivement, il faut ramener les choses en 3 jours, il faut ramener les choses en un temps donné. Et on a développé à l'interne ce qu'on appelle notre caisse à outils. Notre caisse à outils, il y a une quarantaine ou une cinquantaine d'outils à l'intérieur qu'on va utiliser. Ces outils, ce qui est important pour moi, ce n'est pas le nombre d'outils, c'est de comprendre que c'est des phases. Donc pour moi, la créativité n'est pas une chose où on se dit « Allez les copains, on est créatifs cet après-midi ». On va faire 1 heure ensemble, puis on sera super. C'est bien peut-être pour avoir un premier goût, un avant-goût. Pour moi, la créativité, c'est aussi la recherche dans le temps. Il faut un certain temps à disposition. Nous, en général, on le fait sur 3 jours de temps de créatif, mais on fait beaucoup plus long sur la préparation. Donc pour moi, être créatif, c'est dans ces différentes phases. Je vous ai préparé un petit menu pour la journée, pour aujourd'hui. J'ai pris quelques extraits dans le fond de notre jeu de cartes où on a nos différentes méthodes créatives. Ce n'est pas possible de passer les 40 ou les 50 en revue. Je suis parti d'un élément quelconque. OK, comment est-ce qu'on va partir dans la journée? La première étape, c'est de cerner le problème, comprendre où est le problème. Comprendre où est le problème, c'est-à-dire s'intéresser à qu'est-ce qui perturbe. C'est un des éléments. Quel est l'élément perturbateur? Parce que finalement, c'est comme quand vous avez mal à la tête. Vous avez peut-être mal aux dents en réalité, vous avez mal aux pieds ou au dos, c'est peut-être pas la tête qui a un problème. Donc, où est-ce que vous avez vos difficultés? Cernez ce problème, essayez de le définir, essayez de trouver l'élément perturbateur. Ensuite, l'étape 2, pour moi, elle est basée sur la curiosité. Ouvrez vos esprits, soyez curieux, intéressez-vous fondamentalement à peut-être les gens qui vont utiliser par la suite le système. Donc, quel est l'avis des experts, quel est l'avis de ceux qui vont l'utiliser, quel est l'avis du client, mais aussi dans le fond, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'industrie. Essayez de comprendre ce qui se passe et soyez curieux. Ensuite, c'est rechercher les facts and figures, par exemple, ça c'est des fiches qu'on utilise. Par la suite, on rentre dans l'idéation. Une fois que vous avez cerné un peu la curiosité, on rentre dans la phase d'idéation. Là, on a environ 3 jours. Je ne crois pas à la créativité à court terme. L'homme est l'inverse d'un citron. Le citron, plus vous le pressez, moins il y a de jus. L'homme, plus vous le pressez, plus il y a de jus. Donc, il faut vraiment utiliser le stress. Il faut vraiment arriver à ne plus savoir. Tout comme on a eu cette démonstration avec les premières solutions. Les premières solutions sont toujours spontanées, on les trouve tous relativement vite et on trouve tous plus ou moins les mêmes. Et c'est l'autoroute. Pour aller ailleurs, sur les autres chemins, chercher les champignons, il nous faut un certain temps, il nous faut un certain stress. Et ce stress qui est curieux, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, il y a une espèce de phase dans laquelle, à un moment donné, on se sent perdu. Il faut accepter d'être perdu. Il faut accepter qu'on peut sortir de cette solution. Il faut reconnaître les moments de désespoir, peut-être, le sentiment qu'on est dans le noir et il y a tout s'est éteint. J'ai plus d'idées, j'arrive plus, je trouve pas. C'est normal. Et il faut savoir s'en sortir, il faut savoir malgré tout retrouver l'énergie pour traverser le tunnel. Donc cette notion pour moi de temps est très importante.
la notion de divergence, de convergence. Au début, c'est seulement diverger, c'est le nombre d'idées. Plus il y a d'idées, plus on a une chance d'en trouver une bonne. Donc diverger, augmenter la probabilité, augmenter le nombre d'idées, chercher vraiment à comprendre toutes les solutions qu'on pourrait peut-être imaginer. Pour ça, il y a des brainstorming. Un brainstorming, ce n'est pas simplement un dialogue chaotique. Un brainstorming a certaines règles, a certains systèmes. On peut les apprendre, on peut les appliquer, ça aide beaucoup. Comprendre ces règles. Vous avez également des jeux comme la méthode 6-3-5. Vous prenez 6 participants, vous leur demandez de sortir 3 idées en 5 minutes. Et vous faites tourner les réponses entre les gens. Et c'est surprenant ce qu'on peut obtenir, ce genre de système. Mais c'est de nouveau que des béquilles. Donc on a dans notre jeu toute une série de cartes qu'on va utiliser selon la circonstance. Dans certains cas, on ne les utilise pas parce que le groupe va bien. Dans certains cas, on a besoin de sortir certaines cartes parce qu'on se rend compte qu'on est un peu bloqué. L'étape 4, c'est l'entonnoir. C'est la convergence. L'entonnoir, c'est-à-dire sélectionner, c'est-à-dire éliminer. C'est bien beau d'avoir des idées. Pour moi, les mêmes personnes, pour moi, le brainstorming, c'est de la diarrhée intellectuelle. Beaucoup d'idées, mais beaucoup de merde. Donc, comment faire à partir de là pour sélectionner les perles? Parce qu'il y a des perles à l'intérieur. Ce n'est pas aux autres de le faire, c'est à ceux qui ont eu l'idée de le faire. Donc, sachez vous mettre ensemble, sachez aussi utiliser la critique peut être constructive, et sachez développer cette notion d'entonnoir. On pose des questions, on essaie de définir les avantages, et on essaie de sélectionner les éléments. Il y a différentes méthodes. Une méthode assez spontanée, c'est de dire, mais dans le fond, c'est moi qui paye. Où est-ce que je crois et en quoi je crois et qu'est-ce que je mets comme argent et où je vais aller. Et ça permet d'arriver finalement, l'objectif final, c'est des préfigurations. Si vous voulez, on parle souvent de veille technologique. Pour moi, l'innovation, c'est l'avant-veille technologique. C'est ce qui est avant la veille, et ça, c'est de l'intuition. Donc, l'être créatif n'est pas, comme l'a bien précisé Xavier Concès, c'est pas un artiste. C'est pas quelqu'un avec des idées complètement farfelues. À quelque part, ça peut être un Brinsley même. C'est quelqu'un qui croit dans son intuition et qui a une certaine capacité à imaginer ce que sera demain sans aller demander à Madame Soleil ou sans ouvrir un poulet puis en lire dans les entrailles, mais qui a confiance en lui-même et qui a confiance en son intuition à lui, basée sur ses connaissances et son expérience. Donc c'est une personne qui a besoin de beaucoup d'expérience, qui a besoin d'avoir joué dans beaucoup d'endroits, d'être extrêmement curieuse, de mettre les mains au travail, d'être dans le faire et pas dans le dire. Et une fois qu'on est dans le faire, on finit par avoir une confiance. Et cette capacité d'intuition, elle est fondamentalement humaine et elle est fondamentalement simple. Elle nous permet de préfigurer sur les 100 idées qu'on a eues, laquelle a la médaille d'or, la médaille d'argent et la médaille de bronze. Et finalement, à partir de là, l'objectif, là je vous mets ce qu'on fait par exemple chez nous, notre offre, quand on travaille, on a toujours des espèces de stop and go, des moments où on arrête, où on continue. Et au départ, on va commencer par chercher l'élément perturbateur. Il en faut un. Si on n'a pas trouvé l'élément perturbateur, le brainstorming est de la masturbation. Si on a trouvé un élément perturbateur, on peut partir dans une phase inventive. Et là, on peut aller jusqu'au bout. Si on n'a pas trouvé une bonne idée, si on n'a pas foi en soi-même, il faut savoir s'arrêter. Si on y est après, on peut passer dans la phase conceptuelle. Ne sautez pas dans le développement. Une fois que votre concept existe, vous pouvez passer dans la phase scientifique, vous pouvez passer dans l'implémentation et le suivi. La particularité pour moi, la capacité d'être un sériel innovateur, c'est d'être aussi dans le faire. Il ne faut pas être seulement dans le comprendre, il faut accompagner ces produits, ces idées, jusqu'à la dure réalité du faire, de façon à mieux comprendre les difficultés qu'on rencontre et à résoudre les problèmes. Finalement, il est important que celui qui est à l'origine des idées cherche à sauvegarder, à faire fonctionner son système, parce que vous aurez toujours des moments de difficulté, vous aurez toujours des moments où le système semble ne jamais fonctionner, et là, il faut absolument savoir se mettre en équipe, retrouver une solution, parce que j'ai présenté avant ces phases créatives entre gaz, liquide, solide. Le solide, la production, c'est comme une simplification. En réalité, c'est beaucoup de gaz avec peu de solide. À la fin, c'est beaucoup de solide avec un peu de gaz. Chaque fois qu'on a un problème, chaque fois qu'on dit ça va pas, chaque fois qu'on dit c'est impossible, une nouvelle phase créative est demandée. Il faut savoir l'apprendre et savoir aller de l'avant. Merci.
On a le temps pour quelques questions. La journée est prévue comme ça. On va prendre quelques questions maintenant aux orateurs. Est-ce que Xavier Comtesse est là? Non, il a dû partir. Anne-Hélène, si vous voulez bien monter sur scène. C'est important que la journée soit... On est tous des spécialistes dans la salle, sur scène, donc on va échanger. Moi, j'aimerais juste dire que un jour, j'étais... Merci Mix et Remix, on peut l'applaudir. Je veux dire, un jour, j'ai été rendre visite à El Marmoc à Bienne. Je vous recommande, c'est magnifique, vraiment. Il a des locaux incroyables. Et puis, à un moment, il dit, mais attends, je vais aller te chercher quelque chose. Et il est arrivé avec le fameux jeu de cartes dont il parle. Parce que les cartes que vous voyez là, ce sont des vraies cartes. C'est son tarot de la créativité. C'est comme ça que je l'appelle. Mais c'est absolument impressionnant. Et ça permet toujours de rebondir dans leurs séances. Je dois dire que c'est vraiment une fabrique à innovation.